Alors que nous cherchons du divertissement dans notre quotidien, le jeu nous apporte des moments de détente, de partage entre amis ou en famille, mais pas que. Il nous permet aussi d'apprendre et de développer de nouvelles connaissances. Bref, vous l'aurez compris, jouer c'est essentiel. Bienvenue dans Nananer. Je m'appelle Mathilde, je travaille dans le domaine du jouet depuis 10 ans. Je suis maman et je vous emmène dans ce podcast à la rencontre d'experts et de professionnels pour comprendre comment le jeu intervient dans tous les aspects de notre vie, de l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Lorsque l'on parle de jeu, on pense en premier lieu à une activité enfantine qui a pour seul but de divertir. Mais preuve en est, les adultes jouent. Que ce soit les cartes à collectionner, les jeux de société ou même les jeux vidéo, le jeu n'est pas réservé qu'aux enfants. Et d'ailleurs, il est même devenu sérieux. Et oui, aujourd'hui nous parlons de Serious Game avec Julien Alvarez, spécialiste sur le sujet. Bonjour Julien. Bonjour Mathilde. Alors vous êtes professeur-chercheur, enseignant, responsable de la recherche et développement en ludopédagogie et plein d'autres choses. Vous avez une multitude de casquettes. Donc si on devait résumer tout ça, vous êtes docteur en sciences de l'information et de la communication et vous êtes spécialisé dans le Serious Game et la gamification dédiée à l'éducation, la santé et la communication. Tout à fait, c'est un bon résumé. Alors dites-nous tout. Comment est-ce que vous avez été amené à vous spécialiser sur les Serious Games? Alors, de manière très simple, quand j'étais petit, j'ai connu d'abord l'école, l'équivalent des crèches ou des écoles maternelles sous le régime de Franco, quand j'avais 4 ans. 3-4 ans. Et c'était les souvenirs que j'en ai, parce qu'à cet âge-là, on n'a pas beaucoup de souvenirs, mais c'était des siestes, des longues siestes, et des jouets qui étaient enfermés dans des placards qu'on pouvait regarder. Ensuite, la Suède, j'étais un peu plus âgé. Là, j'ai connu en fait une approche qui était beaucoup plus centrée sur l'enfant, avec ce qu'on appelle aujourd'hui les designs d'apprentissage en tenant compte de l'espace. Alors, est-ce que vous avez des exemples pour les illustrer ? C'est-à-dire qu'en fait, l'école ressemblait à une maison et chaque pièce de la maison était un lieu où on pouvait apprendre des choses particulières. Par exemple, la cuisine était le lieu où on faisait évidemment l'apprentissage de la pâtisserie, des petites choses comme ça, mais pas que. On faisait aussi de la chimie, des petites, alors des choses simples, ou de la peinture, voilà. Et donc on voit bien que chaque lieu était dédié à des enseignements, des apprentissages, et souvent le jeu se retrouvait au carrefour de ces apprentissages. Et puis après, je suis arrivé en France. Donc j'avais 7 ans. J'ai intégré la dernière année, l'année de CP, pardon. Et là, c'était vraiment une autre façon de voir les choses. C'était beaucoup d'apprentissage qui s'opérait par des interdits. Okay. On n'écrit pas dans la marge, on n'écrit pas en rouge, on n'écrit pas de toutes les couleurs. Là. Voilà. Alors qu'en Suède, c'était tout l'opposé. Voilà. Donc moi, ça a été un peu le choc des cultures, entre d'un côté les siestes obligatoires interminables, de l'autre côté l'éveil de l'enfant à tout prix, et puis de l'autre, on va enseigner par les interdits, surtout voilà ce que vous ne devez pas faire. Je me suis dit que là, il y avait un truc qu'on loupait dans le système français, puisque je me suis installé en France après avec les parents. Donc, mon combat, quelque part, où la valeur ajoutée, c'était de dire, est-ce qu'on peut amener le jeu dans les écoles ? Parce que j'avais goûté à ça petit, et je m'étais dit, mais c'est trop bien. Donc là, on loupe un truc. Plutôt que de dire, on n'a pas le droit, on ne fait pas ça. Le jeu, c'est quand même plus sympa pour nous initier à des choses. Alors évidemment, le jeu, on ne peut pas le mettre à toutes les sauces. On va le réserver à des moments privilégiés. Mais c'était quand même une modalité qui me semblait plus bienveillante, plus proche de l'enfant. Et donc, c'est pour ça que j'en suis venu plus tard à me dire, en faisant de la recherche, j'avais envie de mener ce combat. C'est mon combat personnel pour essayer d'améliorer un petit peu notre société. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'un Serious Game ? Alors, de manière très simple, quand on joue, on s'amuse pour le plaisir. Quand on utilise le terme Serious Game, on est dans l'idée qu'on va utiliser le jeu pour faire quelque chose de précis, qui n'est plus du divertissement. Ça peut être pour faire passer un message,
pour s'entraîner à faire quelque chose. Par exemple, mieux répéter un geste quand on travaille ce qu'on appelle le savoir-faire. Ou on peut aussi travailler sur le savoir-être, c'est-à-dire développer des compétences interpersonnelles, savoir mieux s'exprimer, savoir rentrer en empathie avec les autres, c'est-à-dire les comprendre, se mettre à leur place, etc. Okay. Et puis on peut aussi utiliser le jeu pour collecter des informations sur ceux qui jouent. Donc dans ces 3 cas, on voit bien qu'on ne se divertit plus seulement, on va au-delà. Donc on appelle ça instrumentaliser, c'est-à-dire prendre le jeu comme un moyen pour atteindre un objectif qu'on appelle utilitaire au sens large. Mais finalement, tout jeu en fait serait un serious game. Même derrière un jouet, finalement, il y a toujours un objectif derrière. On va chercher à développer quelque chose par ce jouet, que ce soit la motricité fine, etc. Donc finalement, est-ce qu'on pourrait dire qu'un hocher est un serious game ? Alors, en fait, oui, la remarque est pertinente. Il y a une petite nuance. C'est que l'enfant, il peut jouer de sa propre initiative. Il va dire, je prends un jouet et je m'amuse avec. Donc là, les apprentissages, ils vont s'opérer de manière fortuite. C'est-à-dire, c'est pas fait exprès, c'est pas volontaire. Il n'y a pas un objectif précis à atteindre. Un exemple concret, c'est je fais une partie de Scrabble avec des amis et au détour de la partie, j'apprends un nouveau mot que je connaissais pas ou l'orthographe là de ce mot-là, je l'écrivais pas comme ça d'habitude. Là, je me corrige. Mais c'est pas volontaire. Si ce mot n'était pas apparu, on n'aurait jamais abordé cette question-là. Donc, on parle là d'apprentissage fortuit. Dans le cadre d'un serious game, on cible un apprentissage précis. Ouais. C'est-à-dire, je veux enseigner 2 plus 2 font 4, par exemple. Et donc, à partir de là, le jeu va partir sur cette idée qu'on va enseigner cet aspect-là en particulier. D'accord. Et donc, on se situe dans un autre registre qu'on appelle un apprentissage en situation formelle. C'est-à-dire que, comme quand on va à l'école, quand on a la maîtresse ou le maître d'école qui décide de faire sa leçon, il a un objectif précis. Et le jeu va être un moyen pour lui d'atteindre cet objectif pédagogique qu'il a fixé. Alors maintenant, ça nous renvoie, Mathilde, à l'idée que le jeu porte en lui un potentiel pour nous apprendre des choses. Et en fait, le serious game, c'est l'idée d'exploiter en fait ce potentiel du jeu pour nous amener donc à des apprentissages ou à des entraînements. Un autre aspect qui est important aussi, c'est que dans le cadre du serious game, on a quelqu'un qui va nous dire « vous allez jouer à ça ». Donc on est un petit peu invité à ce jeu-là. Alors que dans le cadre du jeu que l'enfant va lancer, il prend l'initiative de lui-même. Il prend un ballon, et puis il a envie de jouer avec des copains, ils vont jouer entre eux, etc. Là, c'est plus le maître d'école, la maîtresse, le professeur, un chef d'entreprise qui va dire à ses collaborateurs, là, on va faire un jeu. Et là, on rentre dans l'idée d'un jeu qui va remplir une fonction précise, dans un cadre précis, avec une idée précise. Qui devient sérieux, en fait. Exactement. Voilà, Okay. C'est ça la nuance. Ok, très bien. Donc finalement, auprès de qui on pourra proposer des serious games ? Alors, en fait, le serious game, mon intime conviction, après avoir étudié un petit peu la question, c'est qu'il apparaît, en fait, dès le départ. C'est-à-dire que quand on regarde l'enfant qui vient de naître, très vite, on va trouver en lui, c'est ce que dit Piaget, des activités qui sont assimilables à du jeu. Il va jouer avec son propre corps, il va travailler le développement psychomoteur, par exemple. Donc, il apprend. Pardon, je vous coupe. Oui, bien sûr. Est-ce que vous pouvez juste présenter qui est Jean Piaget, justement, parce que Donc, je suis pas sûre que tout le monde le connaisse. C'est un chercheur suisse qui a étudié en fait le développement du jeu, le développement de l'enfant en lien avec le jeu, et donc qui a vu 4 stades de développement. Donc le premier stade, c'est les jeux sensorimoteurs, c'est-à-dire les jeux où en fait on va découvrir son propre corps notamment. Ensuite, la deuxième phase, ça va être les jeux plus symboliques, où on va associer l'imagination aux objets qui nous entourent. Donc c'est par exemple, je prends un bâton
et j'imagine que c'est une épée. Mm. Ou une baguette magique pour ceux qui préfèrent Harry Potter. Et puis ensuite, le troisième stade, c'est plus le jeu avec l'autre. Et puis après, on rentre dans le jeu sociétal, c'est-à-dire on joue avec le groupe. Et finalement, qu'est-ce que ça nous enseigne? C'est que là, on apprend les codes de la société. Et ça nous permet, par exemple, d'intégrer un groupe organisé comme la classe, une entreprise, la société, le cercle familial, etc. Okay. Et donc, tout ça s'opère, selon Piaget, par du jeu. Et donc, en quoi ce que nous apprend Piaget a un lien avec le serious game? Ce qu'on peut dire par rapport au jeu sérieux, c'est que finalement, dès les premiers stades, on a le jeu sensorimoteur, qui finalement est une forme de jeu sérieux, qui est nécessaire en fait au développement du cerveau, et la coordination motrice, elle est capitale. Et en fait, on s'aperçoit que dans le règne animal et chez l'homme, c'est souvent les parents ou la maman ou la mère qui incitent les petits à jouer. Donc on retrouve là un petit peu la définition du serious game, c'est-à-dire on a une intention, c'est quelqu'un qui propose de jouer dans un but utilitaire. Donc on a là plutôt quelque chose qui est de l'ordre de l'instinct qui se met en place. Donc je parlerai à ce stade-là d'un jeu sérieux instinctif. Ensuite, on a le jeu qui apparaît, c'est-à-dire une fois qu'on a passé cette étape-là, quand on va vers les jeux symboliques ou les jeux qui sont plus d'ordre sociaux, on est dans du jeu qui se fait avec les autres et on est dans des apprentissages informels. Donc là, on parle de jeu. Et ensuite, dernier stade, le stade le plus évolué, selon moi, c'est l'instrumentalisation du jeu. C'est-à-dire que toute personne qui sait jouer peut être amené ensuite à faire des activités de jeu sérieux, au sens où, en entreprise, à l'hôpital, en classe, on va utiliser le jeu comme un moyen pour faire quelque chose qui va nous apprendre quelque chose, ou nous faire passer un message, ou nous entraîner à quelque chose, etc. Donc, pour résumer, les serious games s'adressent à toute personne qui sait jouer et qui se situe dans un cadre d'apprentissage, que ce soit à l'école par exemple, ou lors d'une formation en entreprise. Ok. Alors, une autre précision me semblait intéressante à aborder. En effet, j'ai pu lire dans l'un de vos articles que vous faisiez la distinction entre le serious play et le serious game. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? De manière très simple. Le jeu, en fait, dans la langue française, comme nous l'enseigne Gilles Brougère, c'est à la fois l'objet avec lequel on joue, l'artefact, pour utiliser un mot un peu plus savant, et l'activité qui consiste donc à faire le jeu. C'est-à-dire, ce sont les joueurs qui vont se mettre à jouer. Donc, on utilise l'artefact pour jouer. Donc, dans la langue anglaise, on distingue un peu plus, davantage, même s'il y a des aspects qui peuvent être contredits, mais on a le game qui nous renvoie notamment à l'artefact, donc l'élément avec lequel on joue, l'objet, et puis le play qui nous renvoie plus à l'action de jouer, donc l'activité. Okay. Donc quand on parle de serious game, c'est plus le jeu de société, le jeu vidéo qui, dans sa conception, vise à atteindre un objectif utilitaire, alors que le serious play, c'est plus l'activité qu'on met en place et qui vise à utiliser n'importe quel jeu ou jouer pour atteindre un objectif utilitaire. Par exemple, je prends un jeu de société existant ou un jeu vidéo existant qu'on trouve dans le commerce, et puis je vais dire en classe, je vais l'utiliser, le Scrabble, pour enseigner du vocabulaire. Alors justement, vous avez parlé de jeux vidéo et je voulais qu'on s'arrête un peu dessus. De ce que j'ai vu, malgré l'essor de ces dernières années, on a encore aujourd'hui, j'ai l'impression, une image un peu négative, voire parfois violente des jeux vidéo. Donc finalement, par son histoire, comment est-ce que le jeu vidéo est-il devenu sérieux ? Alors c'est une belle question qui nous renvoie finalement à l'histoire du serious game. Ouais. Alors, il faut être clair, comme tu l'as dit tout à l'heure, Mathilde, le jeu porte en lui, quelle que soit sa forme, un potentiel utilitaire.
C'est-à-dire, tout jeu peut nous apprendre quelque chose, d'une manière ou d'une autre, ou nous permettre de nous entraîner à quelque chose. En fait, il existe des jeux de loi qui datent du XVIIIe, du XVIIe siècle, qui déjà avaient une approche éducative. Par exemple, on trouve des jeux de loi avec la thématique militaire qui est associée pour enseigner à des jeunes recrues des aspects de l'armée, le vocabulaire, etc. Donc ça nous montre que certainement avant cette époque-là, si on remonte au temps de l'Égypte antique, le jeu de Sénète, par exemple, c'est un jeu avec une connotation religieuse. Donc il devait y avoir certainement des aspects du vocabulaire ou peut-être des rites qui étaient évoqués ou auxquels on faisait allusion dans le cadre de ces jeux. Donc il y a le jeu de Sénète, vous avez dit, c'est ça, non? Oui, le jeu de Sénète. Alors c'est un peu compliqué à dire pour moi parce que c'est un jeu dont les règles sont pas vraiment arrêtées, on a un peu perdu, mais je dirais que dans l'aspect, ça ressemble un peu au jeu des petits chevaux, dans l'aspect. Voilà, on avance sur des cases. Après, je ne connais pas les subtilités de ces règles, mais par contre, les représentations évoquent en fait des aspects religieux dans les figurines, les pions qu'on utilise dans le cadre de ces jeux. Il y a aussi le jeu d'échecs, par exemple. On soupçonne des enseignements militaires, à la stratégie militaire pour certaines versions du jeu d'échecs. Voilà, donc on voit bien qu'il y a un lien étroit entre du jeu et la possibilité de l'instrumentaliser. Donc on retombe rapidement dans les jeux sérieux instrumentalisés. Et puis, tout ça, c'est intéressant parce que dans le courant de l'histoire, le jeu, il a des moments où il est mis en avant et puis des moments où on va le mettre en retrait. Il y a par exemple, durant le Moyen-Âge, le jeu est mal vu. Et l'Église interdit le jeu, notamment, alors évidemment c'est plutôt le jeu d'argent qu'on va interdire, le jeu est utilisé plutôt en cachette, on va jouer, et puis évidemment moralement c'est pas bien perçu. Jusqu'à ce qu'il retrouve ses lettres de noblesse avec d'autres époques, avec l'époque des Lumières, avec Pascal notamment, qui va contribuer à redonner au jeu ses lettres de noblesse. Mais on voit bien qu'il y a des périodes comme ça. Et plus récemment, au début du XXe siècle, le jeu était encore, on va dire, remis en retrait, c'était opposé à la notion de productivité, au monde du travail. À l'école, on vient apprendre, on ne joue pas, etc. Bon. Et récemment, en 2002, avec America's Army, qui est un jeu vidéo qui serait aujourd'hui l'équivalent d'un Call of Duty ou d'un Battlefield, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire un jeu de guerre. Il était diffusé gratuitement sur Internet, et donc ça a fait des millions de téléchargements, avec l'idée que ce jeu servait donc à promouvoir les valeurs de l'armée américaine, permettait aussi de mettre en avant l'armée américaine pour recruter des jeunes de 16 à 24 ans. Et puis, ça servait aussi d'outil pour évaluer les utilisateurs, puisque les recrues militaires pouvaient jouer à ce jeu-là pour remplir des missions. Et on pouvait donc évaluer, jauger un petit peu leur capacité à remplir ces missions, combien de temps ils mettent pour faire la mission, est-ce qu'ils sont économes en munitions, est-ce qu'ils s'écoutent, est-ce qu'ils se coordonnent, etc., etc. Et donc là, avec ce jeu, ça a mis en avant le potentiel du jeu vidéo pour faire autre chose que simplement se divertir. Et donc on a un peu redécouvert ce potentiel utilitaire du jeu sérieux que d'autres chercheurs comme Clark Capt, dès les années 70, avaient déjà mis en avant. Donc ce n'est qu'une redécouverte en fait. Mais la mouvance actuelle du jeu sérieux est portée par l'avènement du jeu vidéo qui, à cette époque-là, en 2002, avait était tout jeune, avait à peine une trentaine d'années. Et donc, à partir de là, l'idée, c'était de dire, tiens, avec le jeu vidéo, on peut faire autre chose que simplement se divertir. Et puis, après, de fil en aiguille, on a redécouvert le potentiel du jeu de société pour faire autre chose que se divertir. Et ça a fait boule de neige, et on en est là aujourd'hui. Mais ce que ça nous enseigne, c'est que
comme il y a eu des époques où le jeu a été mis en retrait, peut-être qu'un jour on remettra en retrait le jeu à nouveau, etc. Mais là, on est plutôt dans une phase où le jeu se déploie dans notre société. Donc, philosophiquement parlant, peut-être que ça veut dire quelque chose sur la période qu'on traverse aujourd'hui. Peut-être que le monde est devenu plus compliqué et que le jeu est un moyen de nous rassurer. Donc, justement, vous avez été amené à développer au cours de votre carrière plus de 150 serious games. Donc vous êtes bien placé pour nous parler de l'intérêt de ces jeux. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de jeux que vous avez conçus et finalement derrière, quelles ont été les connaissances que vous cherchiez à développer ? Alors, de manière très simple, j'ai commencé ma carrière aux éditions Milan. En tant que freelance, je développais en fait pour MobiClick, qui était un CD-ROM éducatif qui se déployait dans les magasins de journaux et dans les écoles. C'était un CD-ROM dans lequel il y avait l'idée, en fait, chaque mois, d'enseigner des choses. Donc il y avait des dossiers pédagogiques, il y avait un calendrier où jour après jour, comme dans un calendrier de l'Avent, on découvrait des petites choses. Et parmi les éléments, les petites cases qu'on pouvait ouvrir, il y avait des jeux. Et le premier numéro de MobiClick, on m'avait demandé de parler en fait de la nidification des oiseaux qui avait lieu au mois de mars, puisque le premier numéro devait sortir au printemps. Et à partir de là, j'ai développé un jeu, donc c'était un jeu avec des pigeons, qui était chevauché par des souris, un peu dans l'esprit de Bernard et Bianca qui chevauchent un albatros pour remplir leur mission. Sauf que là, les pigeons, ils survolaient la ville et ils devaient bombarder des souris ennemies et éviter les chats qui sortaient des poubelles avec des filets. Et alors, comment est-ce que cela a été perçu par les éditions Milan ? Alors, donc aux éditions Milan, ils ont pris le jeu, très bien, etc. Et puis, quelques semaines après, je reçois un coup de fil des éditions Milan qui me disent « Écoute, on a fait la présentation officielle de MobiClick et on a un souci, c'est que les enfants ne font que jouer à ce jeu-là et tous les aspects éducatifs sont occultés, ils ne font que jouer. Donc pour nous, c'est une catastrophe. » Je leur ai dit « Mais c'est bien, ils jouent. Oui, mais avec ton jeu, on ne parle pas du tout de nidification, on parle pas de... Et, en fait, c'est un jeu d'arcade que tu nous as proposé, il y a la thématique, mais on n'aborde pas le sujet de fond. » Et puis à partir de là, on s'est dit, il y a peut-être quelque chose à revoir dans la copie. Donc effectivement, moi qui aimais faire des jeux, j'avais peut-être pas assez intégré cette dimension éducative à l'intérieur, mais je voulais pas non plus dénaturer, c'est-à-dire je voulais pas faire du Hadibou, c'est-à-dire faire un jeu qui n'est pas vraiment un jeu. C'est-à-dire on fait des opérations à trous avec une petite mascotte qui s'agite à côté en faisant ah c'est bien, t'as bien répondu. Mais et en fait ça c'était pour moi le truc à pas faire. Donc c'était vraiment prendre le jeu et trouver comment enseigner quelque chose avec. Ça me rappelle pas mal de souvenirs à Hadibou. Pardon. Voilà, mais c'est ça. Donc après, il y a des Hadibou qui sont très bien faits. Hein, mais c'est juste que je voulais pas tomber dans ce... c'était parce que vous visiez comme objectif, quoi. Voilà. Ouais. Et je crois que le premier jeu que j'ai réussi à faire, ça a été pour le numéro 3 ou 4 de MobiClick. Parce que pendant un numéro ou deux, les éditions Milan ne voulaient plus mettre de jeu. Ils avaient été un peu traumatisés par cet aspect. Donc, au niveau du numéro 4, ils m'ont dit, écoute Julien, on te donne un peu plus de latitude pour faire un jeu. Parce que là, on a la thématique de la voiture et on peut, avec une voiture, imaginer un petit jeu, ça va plaire aux enfants, etc. Et donc, qu'est-ce que tu pourrais nous faire autour du permis de conduire ? Et là, le jeu, en fait, s'appelait Auto Junior et proposait, en fait, aux joueurs d'amener un véhicule d'un point A jusqu'au cinéma. Et de manière aléatoire apparaissaient sur la route des éléments du code de la route, comme par exemple un feu rouge, un élan qui traversait la route, ou une voiture qu'on ne pouvait pas doubler parce qu'il y avait une ligne blanche continue, des choses comme ça. Et chaque fois qu'on commettait une effraction, il y avait un hélicoptère de la police qui survolait et nous enlevait à un point sur le permis de conduire. Au bout de 3 points,
On revenait au début. on avait perdu. Ah C'était oui, le game over, on avait perdu son permis. Et donc, c'était une manière assez ludique, je trouvais, de parler du code de la route, tout en ayant un côté jeu. Okay. Donc, à partir de là, ça a été validé par les éditions Milan, qui ont trouvé l'approche équilibrée, plus équilibrée. Et on est parti sur une série de jeux sérieux. Et ça nous a montré qu'on pouvait faire cet équilibre entre du jeu et atteindre un objectif utilitaire. Mais, avec le temps, plus tard, en devenant chercheur, je me suis rendu compte que c'était pas uniquement sur l'artefact, c'est-à-dire le serious game qu'il fallait travailler, mais beaucoup sur le serious play, c'est-à-dire l'activité. Comment on fait finalement pour ramener les utilisateurs à bien prendre conscience de ce qu'on cherche à leur apprendre, à leur enseigner. Et c'est là où on voit que le prof, le maître du jeu, le médiateur, en fait, est très important pour réduire ce qu'on appelle les écarts interprétatifs. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce mot savant ? C'est tout simplement qu'on a tous notre façon de vivre une expérience de jeu et on va tous interpréter cette expérience à notre sauce, en fonction de notre vécu, de notre histoire, etc. Et donc, on est obligé, si on veut maximiser les chances d'atteindre ces objectifs, ces apprentissages, de faire un débriefing, c'est-à-dire après avoir joué, on discute, on échange. Et là, le rôle du professeur, c'est de réduire cet écart en expliquant quel était le véritable message, quel était le véritable objectif de l'utilisation du jeu. Okay. Et on voit bien qu'il faut combiner les deux. Le jeu à lui tout seul, en tant qu'objet, ne suffit pas. Il faut que ce soit accompagné. Et parmi toutes les formes de jeux vidéo que l'on peut trouver, est-ce qu'il y en a qui se prêtent mieux à certains objectifs ? Alors évidemment, il y a quand même des jeux qui vont faciliter tel ou tel type d'enseignement. Si je prends un jeu d'aventure et que je le propose en espagnol, en allemand, en anglais, quelque part, on va se dire, oui, là, le prof, il cherche à me faire travailler un peu la langue. Voilà, donc évidemment, il y a des choses qui fonctionnent. Moi, j'ai remarqué que ce qui marchait bien, c'est les jeux où on est plutôt en mode multijoueur, mode collaboratif, tous en présentiel, finalement une configuration que le jeu de société va naturellement proposer. Par exemple, j'adore le jeu Overcook, qui est un jeu dans lequel vous faites de la cuisine à plusieurs. Et quand je dis à plusieurs, c'est tout le monde dans la même pièce. C'est pas en ligne. C'est chacun dans la même pièce, dans le même canapé et côte à côte. Pourquoi ? Parce que ce qui est intéressant, ce sont au-delà du jeu, les interactions sociales. C'est-à-dire, les personnes vont se mettre à parler, ils vont se disputer, ils vont développer des stratégies, etc. Et ça, c'est hyper important pour les apprentissages, parce qu'on apprend aussi au contact des autres, sur des réactions qui vont être positives ou négatives, et qui influent le groupe sur le chemin à prendre pour essayer de gagner. Et donc ça, c'est exploité dans le cadre d'activités où j'enseigne la ludopédagogie. Et c'est là où on voit que le jeu vidéo, lui tout seul, Overcook, ne fait pas tout. Il va falloir quand même réfléchir à la manière dont on va l'utiliser pour faire la formation. Et c'est là où le serious play, la façon dont on va designer l'activité de jeu sérieux, rentre en ligne de compte. Parfait, très bien. Eh ben, merci pour cette conclusion. Alors j'ai une dernière question qu'on pose un peu à tous nos invités, une question un peu bonus. Et je crois que pour vous, je vais la modifier un petit peu. Est-ce qu'il y a un jeu vidéo auquel vous êtes imbattable ? Alors, moi, en fait, comme je fais partie de la génération des quinquagénaires, j'ai eu la chance de découvrir les jeux vidéo dans les années 70. 80, ma première console de jeu, c'était la Vectrex, qui était sortie en 1982. Et dessus, il y avait un jeu qui s'appelait Mindstorm. C'est un jeu qui est inspiré de Astéroïde, qui était sorti en 79 sur les bornes d'arcade et développé par Atari. Et c'était un petit vaisseau spatial qui naviguait dans l'espace et qui devait détruire des météorites qui lui tournaient autour. Et dans la version Vectrex, en fait, on va de tableau en tableau avec des météorites qui sont attirées par le vaisseau, etc. Il faut les dégommer. Et donc, à ce jeu-là, je me débrouille plutôt pas mal encore, à tel point que mes garçons qui ont vu le jeu, qui ont aujourd'hui la vingtaine, m'ont dit « c'est bien,
mais tes boss a des jeux nuls. Sous-entendu, en fait, ces jeux-là sont un peu datés passé. aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait des jeux beaucoup plus sophistiqués où il faut gérer beaucoup plus de choses et c'est pas juste un petit vaisseau qui détruit tout ce qu'il y a autour. Voilà, on gère plein de paramètres, etc. Excellent. En tout cas, merci beaucoup Julien pour cet échange qui était vraiment très intéressant. On en a appris beaucoup sur cette partie Serious Game, mais aussi vraiment en fait sur l'intérêt du jeu. Et donc voilà, vraiment je vous remercie. Avec plaisir Mathilde. Merci également à tous ceux qui nous ont écoutés. J'espère que cet épisode vous aura plu et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour découvrir un nouvel invité. Pour patienter, n'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux pour découvrir du contenu exclusif. Et n'oubliez pas, jouer c'est essentiel. Nananer, un podcast proposé par WDK Group Partner, leader de la distribution en jeux et jouets.